Générique. Prête? Bonjour les amis, bienvenue, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie en mode confinement. Un grand merci à Charlie qui m'accompagne pour la technique. Grâce à lui, vous pouvez nous suivre en FM 98.0, en vidéo live bien sûr via Facebook, page bar de l'économie et toujours en web radio sur internet, donc idfm 98.fr. Alors si vous voulez prendre la parole en direct, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler à partir de maintenant et jusqu'à 11h au 01 34 12 12 22 ou alors vous postez un message sur Messenger et je le communiquerai à l'antenne. Alors après cette demi-heure de musique entre 9h et 10h, eh bien aujourd'hui au menu du bar de l'économie sur IDFM, les infos du jour bien sûr, et puis nous allons nous entretenir avec le sénateur Rachid Temal qui m'accompagne d'ailleurs pour ces informations. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors le mode confinement, ça n'est pas trop dur pour vous ? Écoutez, c'est comme pour tous les Français, donc je continue à exercer les fonctions de sénateur puisqu'on travaille sur un certain nombre de choses, des commissions, des textes, en mode confinement, donc en télétravail. Et puis c'est l'occasion aussi d'échanger avec beaucoup d'amis, de famille, et puis de prendre des nouvelles, d'essayer d'être utile dans un moment si difficile pour notre pays et pour les Français. En tout cas, merci d'être avec nous dès le début pour les informations. Et puis en second entretien aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'avoir Michel Montaldo qui est médecin et qui va répondre à pas mal des questions que vous vous posez tous. Côté lecture aujourd'hui, Dominique Flora, notre animateur habituel du jeudi, lira un extrait d'une nouvelle d'un livre écrit par Denis Grozdanovic, publié aux éditions Folio. C'est l'art difficile de ne presque rien faire. Alors on va voir un petit peu les conseils qu'il peut nous prodiguer. Et puis enfin pour la musique, je vous propose un voyage toujours dans le swing comme hier. Mais n'oubliez pas, il faut rester à la maison. Ambre Charlet nous le chante avec son Stay at Home. Today we're going through something very difficult, something that never happened before. We have to separate each other. We have to face the situation together. And there's only one thing to do. It's this Voici donc, c'était un extrait de la chanson que Ambre Charlet a créée pour nous, Stay at Home. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, donc n'oubliez pas, restez bien à la maison. Alors, première info du jour, si vous voulez bien, c'est la prime pour les fonctionnaires, aide de 150 € pour les plus démunis. Édouard Philippe a détaillé l'aide exceptionnelle évoquée par Emmanuel Macron lors de son allocution lundi. Donc ça, c'était hier, après le Conseil des ministres. Jusqu'à 1 000 € de prime exceptionnelle pour les fonctionnaires, une décision prise par le président de la République pour remercier, je cite, le travail extrêmement important des fonctionnaires. La prime sera exempte de tout prélèvement et versée aux soignants dans les départements les plus touchés par la crise du coronavirus, a déclaré Édouard Philippe. Dans le cadre de l'épidémie du coronavirus, le gouvernement a prévu de débloquer quelques 300 millions d'euros. Ces bénéficiaires sont ceux qui ont dû faire face à un surcoût d'activité depuis l'arrivée de l'épidémie. 400 000 agents de la fonction publique d'État sont concernés par cette mesure, soit environ 1 sur 5. Cette prime sera versée au terme de l'état d'urgence sanitaire, comme l'a détaillé Édouard Philippe à l'issue du Conseil des ministres. Elle concernera aussi les enseignants qui gardent les enfants des soignants, les surveillants pénitentiaires très sollicités depuis le début de l'épidémie, ou encore les douaniers qui mènent des opérations de contrôle. Donc, exonérés, je vous l'ai dit, d'impôts et de cotisations sociales, et elle concernera aussi ceux qui étaient sur le terrain et qui n'ont pas pu télétravailler. Pour le personnel soignant,
soignants, il y aura leur propre plan que doit d'ailleurs repréciser le ministre de la Santé, Olivier Véran. Pour ce qui est des fonctionnaires, par contre, territoriaux, l'idée est d'adopter la même ligne, a fait savoir Gérald Darmanin, mais il laisse les maires choisir le versement. Donc ça, je n'ai pas très bien compris si ce sera à la charge des communes ou si c'est l'État qui justement assumera ce choix. En tout cas, cette mesure est contenue dans un projet de loi de finances rectificatif qui devrait être présenté ce mercredi au Conseil des ministres. Donc on en saura plus un petit peu plus tard. En tout cas, voilà ce qu'ils ont dit. Nous avons prévu de verser dès que possible, c'est-à-dire dès le 15 mai, pour les ménages, 150 € pour les ménages qui ont droit au RSA ou à l'allocation de solidarité spécifique, a ajouté le Premier ministre Édouard Philippe. S'y ajouteront 100 € supplémentaires par enfant. Ce mécanisme concerne 4 millions de bénéficiaires. Il comprendra également le versement de 100 € par enfant pour les bénéficiaires d'APL qui ne sont ni au RSA ni à l'ASS, a encore détaillé le chef du gouvernement. Et ce versement sera automatique sans aucune démarche nécessaire. Il a pris la parole donc hier, je rappelle, après donc le Conseil des ministres. Alors cet effort intervient dans le vaste plan de soutien à l'urgence économique. Une enveloppe globale de 110 milliards d'euros comprend un dispositif de primes, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Qui est également bénéficiaire de cette enveloppe? Eh bien les étudiants précaires qui recevront aussi une aide directe, plutôt comme une prestation sociale versée en une fois par l'État, qui pour une fois ne charge pas non plus les collectivités publiques, mais assume directement le coût de cette solidarité. Alors, Rachid Temal, qu'en pensez-vous? Je pense qu'au-delà de l'urgence sanitaire, et je pense qu'on en parlera dans votre émission, autour des masques, des tests, des capacités de l'hôpital de soigner, il y a effectivement à la fois à soutenir les Français qui sont durement touchés. Alors vous l'avez dit, il y a plusieurs catégories, ceux qui ont des difficultés financières, les fonctionnaires et les métiers qui réussissent à maintenir des fonctions essentielles dans notre pays. Et puis il y a aussi bien sûr les salariés avec l'aide le chômage partiel. Il y a le fonds de solidarité aussi qui va aider les entreprises sur la trésorerie. Donc l'idée c'est d'avoir un vaste plan. Donc le projet de loi de finances rectificatif est passé, le premier est passé en mars. Nous l'avons voté les socialistes, et en disant que c'était un premier pas, il en faudrait d'autres. Et aujourd'hui, le gouvernement fait d'autres propositions. Donc il est important pour nous à la fois de tenir tous les bouts de la chaîne, la santé sanitaire des Français, bien sûr la santé des Français, et puis aussi la santé de notre économie, parce que il faudrait pas qu'après une crise sanitaire, il y ait une crise économique et une crise sociale terrible dans notre pays. Donc il faut tenir tout cela. Donc moi je suis favorable à cela. Après se posera la question de comment ça est financé, mais je crois que c'est là où le mot solidarité nationale, pour les Français, pour les entreprises, a tout son sens. Alors, monsieur le sénateur, on n'a pas très bien compris pour les fonctionnaires territoriaux qui sont quand même à leur poste, qui va régler la note? Est-ce que vous avez plus d'informations ou pas encore? Moi, à ma connaissance, ce sera les communes, mais comme Ce sera les communes. Moi, voilà, mais par exemple, moi, j'ai fait une demande à ce que notamment la DGF, l'argent versé de l'État vers les communes cette année, il n'y ait pas de baisse. J'ai aussi posé des questions, notamment sur la question des écoles, parce que quand on va ouvrir les écoles, on verra dans quel cadre, comment, etc., il y a beaucoup de coûts qui vont être conséquents pour les collectivités. Donc il faut que l'État aussi aide aussi les collectivités à pouvoir, là aussi, faire sur les questions sanitaires et puis sur les questions sociales et économiques. Est-ce que c'est une question, en tant que sénateur, que vous posez aux membres du gouvernement? Oui, nous on va avec mon groupe socialiste, le groupe socialiste au Sénat, qui est le deuxième groupe après celui des Républicains. On va déposer un certain nombre d'amendements. Alors je rappelle que vous êtes président du groupe socialiste au Sénat. Alors moi je suis vice-président. Vous êtes vice-président. Je suis que vice-président. Et porte-parole. Mais donc voilà, on va déposer des amendements pour améliorer le dispositif. On a aussi fait le choix, après une réunion vendredi, une visioconférence avec la CCI 95, son président, M. Kunchi, que je remercie encore une fois, qui a réuni l'ensemble des parlementaires. Nous avons collectivement décidé également d'aider encore plus les entreprises, notamment à ce qu'il y ait des suppressions de charges plus que des reports, parce qu'une entreprise qui n'a pas d'activité, quand je dis entreprise, c'est aussi commerce indépendant, etc., qui n'a pas d'activité
le report ne lui permet pas quand même de passer le cap, et on sait que la question de trésorerie est essentielle. Et puis aussi, on pose des questions sur quand une entreprise a des dividendes et qu'elle le reverse dans l'entreprise pour redémarrer l'activité. Là aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait un coup de main. Donc ouais, on a su échanger entre les parlementaires du département, quelles que soient les options politiques, pour essayer de proposer cela avec la Chambre de commerce et de l'industrie du 95. Donc, On espère, voilà. on est très heureux de l'entendre, on espère que vous allez être entendu parce qu'effectivement, une suppression carrément des charges serait tout de même la bienvenue. Alors, autre information. Si je peux juste un dernier mot, il ne faudrait pas que ce qu'on fait aujourd'hui se termine par une potion amère dans quelques mois. Je le dis à titre... Il ne faudrait pas dans quelques mois, certains, j'ai notamment entendu un président d'une grande conf du MEDEF, après, il y a une addition. Je le dis, on ne peut pas à la fois commencer par dire on sauve ce qu'on peut sauver, et après, il y a une potion amère. Il faut aussi que chacun soit sérieux dans la durée, et que le retour aux comptes sociaux, aux équilibres, etc., prendra beaucoup de temps. Il faut l'assumer en tant que tel. Eh bien, on verra un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Autre information du jour, si vous voulez bien, ce sont les derniers chiffres de la statistique du ministère de Travail qui donnent 8 700 000 salariés au chômage partiel, surtout dans les très petites et moyennes entreprises, le commerce, l'hôtellerie, la restauration, le secteur de la construction. En moyenne, pour un salarié à 35 heures, le chômage partiel a été demandé pour une durée de 3 mois. Et si malgré tout, la situation de votre entreprise est désespérée, une procédure de licenciement économique reste possible, mais il faudra que, en tant que chef d'entreprise, vous la motiviez, bien sûr. Autre information du jour, vous avez entendu sans doute, Amazon ferme ses sites français pour 5 jours après un rappel à l'ordre de la justice, décision prise à l'issue d'un comité social économique hier. Donc l'entreprise ferme du 16 à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 21 avril, a indiqué la direction, ce qui veut dire que si vous avez consommé, vous avez acheté via Amazon, vous ne serez pas livré, attention. À mon avis, il y aura un report, je pense, et non pas une suppression totale. Quand ça, on va voir, il faut attendre. C'est ce qu'a indiqué en tout cas la direction de l'entreprise. Un jugement du tribunal de Nanterre qui a jugé que la société avait de façon évidente méconnu, je cite, son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés, lui ordonne donc de conduire une évaluation des risques avec les représentants du personnel et entre-temps de se limiter aux seuls produits alimentaires, aux produits d'hygiène et aux produits médicaux. En tout cas, le tribunal l'a mis sous astreinte d'1 million d'euros d'amende par jour de retard et par infraction constatée. Voilà pourquoi Amazon a annoncé qu'elle fermait pour 5 jours ses entrepôts. Alors, la décision du tribunal laisse Amazon perplexe compte tenu des mesures de sécurité déjà mises en œuvre, contrôle de température, masque, distanciation sociale, tout comme d'ailleurs des salariés qui se sont exprimés et qui ont annoncé avoir toutes les protections nécessaires et autant qu'ils le voulaient. C'est donc encore une fois l'action des syndicats contre l'emploi. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. La direction a déclaré avoir distribué plus de 127 000 paquets de lingettes désinfectantes, plus de 27 000 litres de gel hydroalcoolique ainsi que plus de 1,5 million de masques. L'entreprise a annoncé faire appel, mais la décision étant de droit exécutoire, l'appel n'est donc pas suspensif. Voilà pourquoi Amazon ferme ses sites français pour 5 jours. En tout cas, les salariés seront payés à 100% de leur rémunération pendant cette fermeture. Et je rappelle que le groupe emploie près de 10 000 salariés, dont un tiers d'intérimaires dans les 6 entrepôts français. Alors là, Rachid Temal, j'ai quand même envie de vous poser la question. On pourrait tout de même... on aurait pu penser que les syndicats feraient un modus vivendi pendant une période aussi difficile. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne connais pas le dossier dans le détail, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la nécessité de continuer l'activité du pays, il est absolument nécessaire que la santé des salariés soit assurée. Donc, ce que moi j'entends, ce que dit Amazon, ce que dit NK, il y a un hiatus manifestement, il y a juste à trancher. Donc moi je pense qu'il faut rapidement que tout ça soit levé et que si les conditions, il faut que les conditions sanitaires de santé soient réunies pour les salariés pour que tout ça puisse reprendre. Moi je pense que c'est maintenant le bon sens qui doit l'emporter. Il faut à chaque fois que le dialogue social soit, et c'est la demande d'un certain nombre de syndicats, que le dialogue social soit l'arme principale et que très vite il y a à chaque fois un accord pour assurer les conditions de santé de l'ensemble des salariés. Et je rappelle que, pour la petite histoire, c'est que en cas de défaut, c'est la responsabilité pénale de l'employeur, pas de la société, de l'employeur. Donc je crois que tout le monde a intérêt dans cette période-là à se parler et prendre les bonnes décisions.
Bien sûr. Autre information du jour, alors que le confinement a débuté mi-mars, les chiffres de la Banque de France sont tombés. Pour le mois de mars, c'est déjà moins 24% de chiffre d'affaires par rapport à février. Ça, c'est pour les commerces. Et pour les produits industriels, c'est moins 43,4%. Seuls en mars, les ventes de l'alimentaire sont restées stables. Par contre, les opticiens, les concessionnaires automobiles et les magasins d'ameublement sont particulièrement touchés. Autre information du jour, c'est le FMI qui table sur une récession mondiale en 2020 mais peine à déterminer son ampleur. L'économiste en chef, c'est une femme d'ailleurs, du Fonds monétaire international, annonce une récession mondiale de moins 3% cette année mais prévient que cela pourrait être pire tout en reconnaissant la difficulté de faire des prévisions économiques tant l'incertitude est considérable. Le commerce international s'est effondré. Le fonds prévoit ainsi une baisse de 11% du volume des échanges de biens et de services en 2020. Et c'est l'Europe qui est la plus affectée. Le PIB va même dégringoler de moins 7,5%. En Italie, la contraction sera de plus de 9%. En Espagne, de moins 8%. Et en France, le FMI prévoit une récession de 7,2%. Voilà. Alors que le gouvernement, lui, table sur une chute de moins 8%. Ailleurs en Europe, au Royaume-Uni, le PIB devrait chuter de 6,5%. Un institut public a lui fait un état d'une chute potentielle pour le Royaume-Uni de moins 13%. Aux États-Unis, où il y a peu de filets de sécurité sociale et où le système de santé est quand même un peu défaillant, la contraction du PIB devrait être de presque 6%. Dans la zone Amérique latine et Caraïbes, la récession sera à peine moins marquée, 5,2%. Alors pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale, le FMI table sur une baisse de PIB de 2,8%. La Chine et l'Inde devraient être les seuls à créer de la croissance, 1,2 et 1,9%. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement l'industrie c'est là-bas. L'Inde, les médicaments et d'autres produits, et la Chine, vous savez très bien tous pourquoi. En 2021, si la pandémie est maîtrisée au second semestre de cette année, le rebond de l'économie mondiale pourrait être de 5,8%, a annoncé le FMI. Et en tout cas, ce que dit le FMI, c'est que cette pandémie a mis en lumière l'absence de préparation de nombreux pays à une crise sanitaire de cette ampleur. Donc le FMI appelle à réfléchir à des mesures qui pourraient être adoptées pour éviter d'autres pandémies similaires à l'avenir. Il préconise en particulier plus d'échanges d'informations et plus automatique sur les infections inhabituelles, ainsi que la constitution de stocks mondiaux d'équipements de protection individuelle et la mise en place de protocoles pour que les pays ne se heurtent pas à des problèmes d'approvisionnement comme on voit en ce moment. Alors là, je pense que Rachid Temal, que vous voulez vous exprimer. Non, mais c'est vrai que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas à ce jour la durée de la crise sanitaire, c'est-à-dire sa profondeur. C'est-à-dire on est sur une première vague, on ne sait pas sur une seconde vague. On voit bien qu'il y a un décalage dans le temps, puisque ce qui se passe aux États-Unis est en décalage avec nous, ou ce qui va se passer sur le continent africain est en décalage, et on ne sait pas sur des secondes vagues. Je rappelle ce qui se passe notamment en Chine, où il y a des craintes. Mais là aussi, on est Alors, autre information du jour, on a un appel en direct, on va mettre la personne en attente, et on la prendra un petit peu plus tard. On a donc, dans autre information du jour, on a Donald Trump qui a mis à exécution sa menace en suspendant la contribution américaine à l'OMS, alors que les États-Unis sont le premier bailleur de l'Organisation mondiale de la santé avec plus de 400 millions de dollars par an. Les Américains veulent évaluer le rôle de l'OMS dans la mauvaise gestion et dans la dissimulation de la propagation du coronavirus. Il est reproché à l'agence de l'ONU de s'être alignée sur les positions de la Chine, que Washington accuse d'avoir initialement caché la gravité du virus lorsqu'il a fait son apparition en décembre, ce qui, a-t-il dit, a empêché de contenir l'épidémie à sa source avec très peu de morts. Alors le secrétaire général de l'ONU a aussitôt bien sûr marqué sa désapprobation en assurant que ce n'est pas le moment de réduire le financement des opérations et qu'il faut maintenir les financements car c'est une aide essentielle aux efforts du monde pour gagner cette guerre contre le Covid-19. Voilà, qu'en pensez-vous, Rachid Temal, de cette position américaine ? Moi, je pense qu'encore une fois, Trump se trompe et trop extrémiste. Il y aura un temps, il y a 2 temps, il y a le temps des soins, de suivi de la crise, et il y aura le temps de savoir ce qui s'est passé. Moi, en France, j'ai demandé une commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de la crise et ce qu'il faut en retenir pour améliorer la préparation de notre pays. Il y aura ce travail-là, je pense qu'on le doit aux Français, on le doit aux malades, on le doit aux victimes, à leurs familles, etc., etc. On le doit, ce travail-là, de transparence. Mais
c'est pas maintenant. Il faut maintenant juguler la crise et puis il faut faire le travail. Il faudra faire ce travail-là. Ensuite, de comprendre ce qui s'est passé de l'OMS jusqu'à les décisions qui ont été prises par les différents gouvernements, dont celui en France. Et puis de regarder ce qu'il faut améliorer parce que il faut repréparer notre pays mieux à des crises potentielles qui pourront se produire dans les prochaines années. Merci Rachid Temal. Je rappelle que vous êtes sénateur du Val d'Oise et affilié au groupe socialiste. Dernière info du jour, si vous voulez bien, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a convoqué l'ambassadeur de Chine en France pour exprimer son désaccord avec certains propos dans le cadre de la pandémie de ce virus. Jean-Yves Le Drian déclare dans un communiqué que certaines prises de position publiques récentes des représentants de l'ambassade de Chine ne sont pas conformes à la qualité de la relation bilatérale entre nos deux pays. Et je vais vous citer un extrait des propos écrits dans la lettre du 12 avril, publiée d'ailleurs sur le site de l'ambassade de Chine. Vous pourrez tout à fait aller voir vous-même après notre émission du jour. Il est écrit, je cite un extrait donc, « Or, dans le même temps, en Occident, on a vu des politiciens s'entre-déchirer pour récupérer des voix, préconiser l'immunisation de groupes, abandonnant ainsi leurs citoyens seuls face à l'hécatombe virale, s'entre-dérober des fournitures médicales, revendre à des structures privées les équipements achetés avec de l'argent public pour s'entretenir personnellement, pour s'enrichir, personnellement. On a fait signer aux pensionnaires des maisons de retraite des attestations de renonciation aux soins d'urgence. Les personnels soignants des EHPAD ont abandonné leur poste du jour au lendemain. Ils ont déserté collectivement, laissant mourir leurs pensionnaires de faim et de maladie. On a vu le commandant d'un porte-avions demander à ses supérieurs l'autorisation d'accoster pour permettre à des marins infectés d'être traités à terre. Bon, et j'en passe. Fin de citation, bien sûr. En fait, la Chine commence sa campagne de désinformation. Voilà pourquoi Jean-Yves Le Drian a convoqué l'ambassadeur de Chine hier au ministère. Et d'ailleurs, on voit que les Chinois trafiquent les vrais chiffres de leurs morts, si l'on suit, comme je le fais, les tableaux jour après jour de leur nombre de décès sur ce qu'ils affichent, et bien déjà, à l'heure actuelle aujourd'hui, le chiffre de mars n'est plus le même que ce qu'ils avaient annoncé le 30 mars, en tout cas si on regarde le chiffre du 16 avril. Mais on ne saura d'ailleurs jamais vraiment les chiffres, le nombre de morts pour la Chine, le nombre de morts dus au coronavirus. Alors si vous voulez lire vous-même ce que je viens de vous citer, eh bien vous allez tout simplement sur le site de l'ambassade de Chine, c'est amb-chine.fr et c'est sous le titre « Rétablir des faits distordus, observation d'un diplomate chinois en poste à Paris ». Ça laisse pantoir, Rachid Temal, non? Oui, hier nous avons, moi je suis membre de la commission de la défense, des forces armées et des affaires étrangères, on a auditionné Jean-Yves Le Drian. Il a rappelé cela. Moi, je soutiens totalement l'action de Jean-Yves Le Drian en la matière. Il n'est pas acceptable de dire cela. Cela, c'est effectivement une volonté hégémonique des Chinois. Que nous ayons des difficultés, oui. Que nous ayons une volonté délibérée, la réponse est non. Donc, effectivement, il faut condamner très fermement les écrits de l'ambassade de Chine à Paris. Alors, Rachid Temal, confinement, déconfinement, que pensez-vous personnellement des mesures donc annoncées lundi par le président de la République? Vous y croyez au 11 mai? Le confinement, il était nécessaire. C'était à la fois une forme d'impasse, mais en même temps une forme de nécessaire, puisque c'était pour arrêter la tension qu'on connaît dans les hôpitaux. Si on prend le cas du Val d'Oise, je vous rappelle qu'en temps normal, nous avons 58 lits en réa, et qu'aujourd'hui, nous sommes à 180 lits. Avec donc la mobilisation exceptionnelle des personnels de santé, aussi bien dans les hôpitaux publics que dans les cliniques privées du Val d'Oise. Et malgré cela, on a dû transférer des patients dans d'autres régions, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Donc il fallait cela. Maintenant, sur la suite, effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut tenir les deux bouts. D'abord, il faut remercier tous ceux et ceux qui travaillent à cela, mais il faut tenir les deux bouts. À la fois la santé des Français et puis notre économie. Mais moi, ma crainte du 11 mai, c'est est-ce que cela n'est possible que s'il y ait des mesures d'accompagnement pour éviter un nouveau redémarrage. Et les mesures d'accompagnement, on les connaît. C'est à la fois les masques, et tant que vous n'avez pas de masques pour tous les Français, je rappelle que c'est plusieurs masques par jour qu'il faudra avoir. Et tant que vous n'avez pas les deux tests, à savoir ceux qui déterminent si vous êtes ou non porteur du virus, et celles dont vous avez été malade et donc potentiellement immunisé, si vous n'avez pas ces deux conditions-là, je ne suis pas favorable à ce déconfinement dans cette nature-là. Parce que, sinon concrètement, prenons le cas des Val-d'Oisiens. La plupart, pour beaucoup, vont devoir prendre un centre de transport public, notamment le métro, le RER, le Transilien, etc.
Donc, je me pose la question de rebrasser. Si vous prenez dans les écoles, par exemple, comment on peut imaginer sérieusement faire que des enfants seront pendant des heures et des heures par petits groupes différenciés, etc. Donc moi, je ne suis pas là en disant par opposition, je suis opposé. Je dis juste reprendre une vie à peu près normale qui sera différente de celle que nous connaissions avant le mois de mars. Oui, parce que il faudra à un moment donné relancer les choses. Mais ça peut pas être comme cela. Et le sentiment en plus, c'est quand vous avez dès le lendemain les différents ministres qui apparaissent, comme celui de l'Éducation nationale qui dit finalement c'est pas obligatoire le 11, celui de l'Intérieur qui dit le 11 c'est une date mais il faudra voir dans quel état nous sommes, et le Premier ministre qui dit oui il faut qu'on fasse un plan et on va voir, on va le faire. Ça donne le sentiment d'impréparation. Donc moi à la fois je comprends la volonté de dire il faut une perspective parce que psychologiquement pour les Français, il faut aussi une perspective pour notre économie, mais ça ne peut pas se faire au détriment de la santé et d'un risque. Parce que quand vous écoutez les médecins, ils vous le disent, il y a des risques de redémarrage, plus ou moins fortement, et de nouvelles pressions, on va dire, sur le milieu hospitalier. Donc, il faut travailler au déconfinement. La réponse, c'est oui, mais il faut d'abord avoir les conditions nécessaires et requises, et ensuite de le faire. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le minimum qui est à la fois des masques pour tous, des gels pour tous, ce qui suppose de les fabriquer, de les distribuer, la question des tests, ce qui suppose là aussi de pouvoir les traiter, etc. Ce qui suppose ensuite les mesures de mise en quarantaine quand les gens sont soit porteurs, parce que ça s'est déclaré en eux, soit ils sont asymptomatiques, ça s'est pas déclaré, mais ils sont porteurs du virus. C'est un travail qui est très complexe. Donc, qui est colossal, puisqu'on est quand même plus de 60 millions d'habitants. 67 millions. Nous sommes favorables à y travailler, etc. Pas de problème en tant que parlementaire. Mais moi, je ne dirais pas, il faut une date, quoi qu'il arrive, parce que sinon, c'est dangereux. Et si je reprends un exemple, par exemple, moi, ce que j'ai écrit hier soir, et j'ai envoyé une question d'actualité, une question écrite au gouvernement, si on prend le cas du Val d'Oise, par exemple, ça suppose qu'il y ait aussi un modus opératoire avec les collectivités pour les écoles. Je rappelle que pour les écoles, la question de la restauration scolaire, de l'accueil pré- et post-scolaire, des ATSEM, des animateurs, des locaux, etc., tout ça, c'est la charge des collectivités. Alors, on leur demandait en moins de 4 semaines, et d'ailleurs, plus beaucoup, dans 3 semaines, d'inventer des choses. Donc, ouais, tout ça, il faut être après sérieux. Et je rappelle, pareil pour les entreprises. Pour les entreprises, vous pouvez pas envoyer vos salariés retravailler s'ils n'ont pas, là aussi, les conditions. Se posera la question, d'ailleurs, des open space, de comment on travaille. Donc, toutes ces questions-là, elles sont devant nous. Dans notre département, la question du secteur du tourisme et de la culture est très impactée, il est important. Bien sûr. Et aussi la question du bâtiment. Sur les BTP en général, c'est très violent dans le Val d'Oise. Mais là aussi, que disent les organisations syndicales dans le BTP? Et elles ont raison, je parle des organisations patronales. Elles disent, nous, on est prêts à attendre, mais il faut des conditions. Et c'est normal, parce que dans le BTP, un salarié ne peut pas travailler tout seul. Il y a des questions de sécurité. Est-ce que vous pensez est-ce que vos réunions en ce moment vous laissent à penser que on pourra être prêt, en tout cas pour les entreprises, pour commencer à redémarrer dès le 11 mai? Ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire? C'est trop tôt pour le dire. Je suis inquiet. À l'heure où je vous parle, je suis très inquiet. Moi, je serai toujours responsable parce que je pense que la vie n'a pas de prix et je pense que notre économie n'a pas de prix non plus. Et donc, c'est les deux qu'il faut tenir. Et donc, aucun n'est dépendant de l'autre, etc. Mais ça suppose encore une fois que les conditions soient remplies. Et à ce jour, je n'ai pas le sentiment qu'on puisse y arriver. Mais si on y arrivait, tant mieux. Je ne serais pas... Vous savez, quand vous regardez, par exemple, dans d'autres pays, en Espagne, au Portugal, en Italie, l'école reprend au mois de septembre. Alors, j'entends. La question, c'est, mais pendant que les enfants sont à la maison, il n'y a pas de mode de garde, et donc se pose la question des parents allant travailler. Tout ça est entendable, mais on ne peut pas dire simplement on ne sait pas comment faire, on y va quand même. Je pense que dans cette affaire-là, ce que j'ai dit quand j'ai posé une question d'actualité au gouvernement sur la question des prix, qui allait augmenter, je pense qu'il faut les bloquer, les prix, parce que pour les Français, on voit déjà l'addition. On voit déjà que les légumes, bien sûr, que le panier de la ménagère a augmenté. Mais la ministre m'a répondu que je n'avais pas bien compris, qu'il n'y avait pas de problème. Donc je lui ai répondu qu'elle-même n'avait pas très bien compris et que nous avions voté un texte dans les mesures d'urgence qui permettait de bloquer les prix, au moins de première nécessité, les fruits et légumes, etc., et de soins. Bon, je crois qu'il faudra le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je considère qu'il faut remplir toutes ces conditions-là. Et à ce jour, je suis très inquiet quant à la capacité à le faire pour le 11 mai. Merci Rachid Temal d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sénateur du Val d'Oise, affilié vice-président du groupe socialiste au Sénat. Très bonne journée et puis bon confinement à vous malgré tout.
Merci à vous aussi, à tous nos auditeurs, et merci à celles et ceux qui travaillent pour nous chaque jour. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Allô? Oui, bonjour. Alors, qui êtes-vous? Je ne sais pas. Il faut me dire pour que je puisse vous présenter et de quoi voulez-vous parler? Ah, alors s'il vous plaît, là je suis en pleine émission, il faut envoyer un mail ou sur Messenger. Vous allez sur la page barre de l'économie et sur Messenger vous m'envoyez un mail, d'accord? Un petit message. Ok? Ah bon, bah attendez qu'on vous réponde alors. Ah non, mais c'est peut-être pas la bonne adresse. Contactez plutôt par Messenger. Ok? Allez, je vous laisse parce que je suis en direct. Voilà. Oui, et voilà. Merci, au revoir. C'était pour Ah bon? Tiens. Alors, donc là, je vais appeler le second intervenant. Alors, le téléphone, c'est où? C'est là. C'est ça. Hop. Vous voulez pas qu'on fasse un essai Non, non, c'est très bien comme ça. Et le son est bon, alors? Il est bon, le son. Ah oui. Alors, attendez, parce que du coup, On a moi... 53 minutes, hein. 53 secondes. Hein. Oh non. Bonjour. Orange vous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Bah, comment ça? Bonjour. Mince. Alors... 30 secondes. non, ça va pas. Je relance une deuxième chanson. Si ça va... Oui, mais surtout, vous baissez hein, le son. Hein. Vous coupez pas comme ça. Hein. Non, non, ne D'accord. vous inquiétez pas. Ok. Parce que moi, j'entends que c'est coupé direct. Non, non. Ok. Je mets une deuxième chanson. Vous baissez en montant l'autre. Oui, pas de Et souci. je retrouve son numéro tout de suite. Allez, je lance une deuxième. Allez-y. Ah, c'est pas vrai, voilà. Je l'ai trouvé. C'est bon, c'est parti. Oui, allô? Oui, bonjour Michel, ça va? Oui, bonjour. Oui, pardon. Voilà, Oui, je ça peux va. vous prendre... C'est bon? Vous êtes prêt pour Pas de problème. parler en direct à l'antenne? Oui, Tout va bien? Oui, pas de problème. Ok, d'accord. Bon, eh ben, à tout de suite alors. À tout de suite. Voilà, on est prêt. Quand On vous y voulez. va. J'ai oublié une page, moi. Attendez. Ok, On y c'est va? parti. Attendez, je m'y prends. Quand vous voulez. Non, je n'aime pas ma liste musicale. Voilà, nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM. Vous venez d'entendre 2 titres dans le swing à la suite. Après nos infos du jour, c'était donc le groupe Caroline Big Band avec Jig in Harlem. Et puis là, un petit extrait de Cherry Poppins, Daddy avec Zoot Suite, que vous pouvez acheter bien sûr. Voilà, du swing, c'est toujours très gai, surtout en cette période de confinement. Alors, deuxième entretien du jour, je vous l'avais annoncé tout à l'heure en introduction de l'émission. Nous sommes avec Michel Montaldo. Michel Montaldo, bonjour, vous êtes médecin. Oui, bonjour. Oui. Et aujourd'hui, on a la chance de vous avoir avec nous. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions au sujet de ce confinement. Les services d'urgence sont, le 15 notamment, est plutôt débordés. Vous avez été d'ailleurs régulateur il y a un mois. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Alors oui, je suis toujours régulateur, mais bon, j'ai un petit peu moins d'activité. Je le suis depuis maintenant 10 ans au Centre 15 qui se trouve à Pontoise. Il est vrai que depuis le début de la pandémie, il a fallu totalement nous réorganiser et faire appel à des jeunes médecins retraités et des étudiants pour seconder les équipes, puisque les appels étaient
en nombre considérable augmenté, avec aujourd'hui, enfin depuis 2 ou 3 jours, une amélioration néanmoins. Les services du centre 15 semblent un petit peu moins débordés, en particulier par les appels Covid. Donc il y aurait une baisse en ce moment. Oui, alors il faut toujours être prudent, hein, mais il semblerait que depuis 2-3 jours, les choses se calment. Voilà. Parce que vous me disiez, vous aviez à peu près 70 appels, Oui, ça, 70 consultations en 5 heures. C'est énorme. La dernière garde que j'ai faite donc au moment du gros de la crise, il y a de ça 3 semaines, nous étions 2 médecins régulateurs, sans compter les médecins urgentistes. Tous les 2, nous avons dû gérer chacun plus de 70 appels sur 5 heures. En fait, en gros, si vous voulez, entre 12 à 15 appels par heure. Et dans le gros de la crise qui a eu lieu là, ces dernières semaines, c'était pratiquement 25 à 30 appels par 5 heures. C'était avec des délais de rappel des patients, malheureusement, qui souvent excédaient 1 heure, voire 2 heures. Alors, est-ce que nous étions débordés. Alors justement, si le 15 était débordé, je veux dire, est-ce qu'on peut donner quels seraient les premiers soins que quelqu'un peut faire si on a des malades autres que le coronavirus, je pense par exemple à des malades, à des malaises, etc. Alors aujourd'hui, si vous voulez, donc le centre 15 est quand même moins débordé puisqu'il y a eu aussi des centres de consultation Covid-19 qui ont été établis un petit peu dans tout le département du Val d'Oise, sur différentes communes, Taverny, Saint-Brice, Deuil-la-Barre et d'autres. Et donc aujourd'hui, les appels pour d'autres pathologies peuvent se faire sans problème. Il y a toujours, si vous voulez, malgré tout, suffisamment de monde pour arriver à répondre. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période très difficile qui semble donc maintenant être passée. Donc il est clair que à la moindre suspicion de malaise important, de douleur thoracique, de signes de déficience d'un membre supérieur ou inférieur, il faut surtout ne pas hésiter à appeler le centre 15 de façon à ne pas perdre, si vous voulez, des heures qui seraient préjudiciables, bien entendu. Oui, parce qu'on a compris que les gens hésitent même à aller aux urgences. Alors normalement aujourd'hui, la plupart des hôpitaux et cliniques ont mis en place 2 circuits totalement séparés, donc de façon à ce que les patients qui sont suspectés d'atteinte du Covid ne soient pas en contact avec les autres patients qui arrivent pour d'autres pathologies ou des consultations chroniques. Donc de ce côté-là aussi, les gens doivent être rassurés. Les 2 circuits sont totalement séparés. Alors Michel Montaldo, je rappelle que vous êtes médecin. Vous m'avez dit, on se pose des questions sur le confinement et sur l'impact du confinement pour un certain type de population, notamment au niveau psychologique. Et pour tous ceux qui sont seuls, c'est très difficile. Vous dites même que c'est absurde de confiner les personnes les plus âgées. Alors là, c'est un autre problème. Aujourd'hui, si vous voulez, tous les avis sont plus ou moins divergents. Vous avez en gros 18 millions de personnes dans notre pays qui sont considérées comme des personnes à risque vis-à-vis de cette pathologie. Dans ces 18 millions de personnes, vous avez entre autres ceux qui sont avec des facteurs de risque qui ont été bien reconnus, à savoir ceux qui sont hypertendus, ceux qui sont diabétiques, insulinodépendants ou diabétiques traités par comprimés, tous ceux qui sont en situation d'obésité et de surpoids important sont tous considérés comme des personnes à risque. Aujourd'hui, et puis donc l'âge qui, bien entendu, est aussi un facteur à risque au-dessus de 70 ans. Néanmoins, toutes les personnes qui ont plus de 70 ans ou un petit peu moins ne sont pas toutes atteintes de pathologies de longue durée. Et heureusement. Heureusement pour nous, parce que sinon ça ferait beaucoup de personnes qui seraient à soigner dans notre pays. Et donc le confinement généralisé et prolongé au-delà d'une certaine durée qui en plus aujourd'hui n'est absolument pas déterminée, je considère pour ma part, mais c'est mon point de vue, que ça deviendrait un réel problème, ne serait-ce qu'au point de vue de l'impact psychologique. Je ne vois pas, si vous voulez, comment on peut dire à toutes ces personnes, ces 18 millions de personnes, vous allez rester confinés au-delà, par exemple, mettons du 15 juin, et tant qu'on n'aura pas trouvé ni de vaccin ni de traitement. Alors supposez que ce délai de traitement ou de vaccin nécessite plusieurs mois pour être instauré,
ça laisserait supposer que 18 millions de personnes dans notre pays devraient rester confinées pendant des mois et des mois et des mois. Ça ne me paraît absolument pas réaliste. C'est Voilà. pas faisable, c'est pas C'est faisable. pas faisable. Ce serait une ségrégation en plus qui, à la limite, certains parlent d'anticonstitutionnalité. Il faut Oui, mais savoir que, voilà. là, vous dites de les laisser confiner jusqu'au 15 juin. Vous pensez que c'est une demande qui pourrait être faite par le président de la République le 11 mai prochain? À partir du moment, si vous voulez, où le président de la République a bien spécifié que le 11 mai annoncé était une date possible, rien ne dit, si vous voulez, que ce ne soit pas encore reculé. Tout va dépendre des résultats obtenus sur le nombre d'hospitalisations et le nombre de personnes en réanimation. Voilà, donc il est possible et envisageable même que ce prolongement soit de plus de 15 jours, voire pourquoi pas un mois. C'est une simple hypothèse de ma part. Bien sûr. Mais bon, rappelez-vous que le 11 mai est une date qui a été fixée, mais sous réserve de l'amélioration des chiffres. Bien sûr. À partir du moment où la population essaye quand même de respecter le plus possible le confinement. On a bien conscience que c'est pour ne pas engorger les services d'urgence spécifiques Covid, de toute façon. Voilà, tout le but est de permettre à tous ces services d'urgence de se restructurer, de respirer, c'est le cas de le dire, de façon à ce que les places en réanimation se libèrent progressivement et de façon à pouvoir, une fois le déconfinement instauré, pouvoir recevoir de nouveaux cas, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. A priori, il y aura des nouveaux cas de façon très régulière et étalée sur plusieurs mois, mais ces nouveaux cas seront plus facilement admis à partir du moment où les effets du confinement auront permis, si vous voulez, de restreindre l'épidémie. De toute façon, c'est une nouvelle maladie, finalement, qu'il faut prendre en compte, au même titre que la grippe, puisque c'est une variante d'ailleurs de la grippe. Oui. Donc, il va bien falloir qu'on s'habitue à vivre avec, c'est ça? Je pense. Alors, aujourd'hui, soyons humbles. Tous les avis qu'on peut vous donner peuvent être modifiés du jour au lendemain en fonction des découvertes faites par les scientifiques du monde entier. Donc, effectivement, on pense que tant qu'il n'y aura pas eu de vaccin et de traitement, mais plus encore le vaccin que le traitement, il faudra s'adapter et vivre avec cette pathologie qui va devenir manifestement récurrente. Voilà. Est-ce que vous savez par hasard, Michel Montaldo, puisque vous êtes médecin, est-ce qu'on peut re-attraper ce virus une fois qu'on l'a déjà eu? Alors, moi je ne suis pas un expert, si vous voulez, ni en infectiologie, ni en épidémiologie, mais si on écoute tous les avis que l'on peut avoir et que l'on peut nous recevoir en tant que médecin, aujourd'hui, personne n'est capable de répondre à cette question de façon Donc on ne sait pas. D'accord. Donc, on ne sait pas. On sait qu'il y a des gens qui ont des anticorps. Alors parfois, certaines personnes n'ont pas suffisamment d'anticorps. Donc c'est là où se situe le doute sur la possibilité de réattraper la maladie. Mais à l'extrême, ça n'aurait rien d'étonnant puisque quand on parle des autres épidémies de grippe, vous savez que si vous ne vous vaccinez pas, l'immunité n'est que partielle et qu'aujourd'hui, il faut se vacciner tous les ans contre la grippe, d'autant plus que le virus grippal a plutôt comme particularité de muter un petit peu tous les ans. La composition du vaccin, donc, tous les ans change. Et donc, on peut attraper une grippe tous les ans, si on n'a pas de chance en plus, à partir du moment où on n'est pas vacciné. Et en plus, les vaccins, vous savez, de grippe, ne protègent pas à 100%. Bien sûr. Voilà. Donc, merci. Je pense qu'on aura le même problème avec le coronavirus. Merci Michel Montaldo pour toutes ces réponses. Alors je rappelle ce que vous avez dit qui est très important. Donc le 15 est maintenant beaucoup moins désengorgé. Donc si on a d'autres pathologies, il faut absolument se faire soigner et téléphoner au 15. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Alors si je peux me permettre encore 2 secondes. Bien sûr. On a une info qu'on a reçue nous justement dans le cadre de notre activité et qui concerne les joggeurs. Oui, parce qu'on en voit de plus en plus dans les rues. Info hier, il faut savoir que d'après les infos que l'on a, qui restent peut-être à vérifier, mais bon, je pense qu'elles sont sérieuses puisqu'elles sont dans le cadre de notre activité, il semblerait que les joggeurs qui courent assez vite projettent leur gouttelette de leur respiration à plus de 5 à 10 mètres. 5 à 10 mètres, donc. Voilà. Donc, il faudrait, pour bien faire, si vous voulez,
respecter cette distance entre les différents joggers, parce que si par exemple quelqu'un court et projette à 5 à 10 mètres et que vous avez un jogger soit devant vous, soit derrière vous, il vaudrait mieux que cette distance soit respectée, voire même pour ceux qui sont de bons athlètes, qui n'hésitent quand même pas à porter un masque quand ils courent, de façon à éviter de projeter ces gouttelettes suffisamment loin. Alors la distance varie en fonction de la rapidité avec laquelle vous courez. Bien sûr. Voilà. Si vous courez très vite, vous pouvez projeter jusqu'à 10 mètres, d'après des études qui ont été faites récemment. Donc les consignes qu'on peut donner, c'est jogger, portez un masque. Sinon, abstenez-vous. Finalement. Alors c'est jogger, porter un masque, ou alors en tous les cas, si vous avez un jogger devant vous, derrière vous, veillez à ce que ce soit entre 5 à 10 mètres. Quoi. Ou voilà. alors courir de front. Donc l'information du jour que vous venez de nous donner, Michel Montaldo, c'est qu'un jogger qui court projette ce qu'il respire, donc de 5 à 10 mètres. Donc c'est énorme. Il semble que ce soit, ces cas-là, ça a été fait dans des études de laboratoire. Et donc, méfiance, quoi. Voilà, donc ce sont les deux conseils du jour grâce à vous, Michel Montaldo. Donc, si vous êtes jogger, portez un masque. Et si vous avez d'autres pathologies que le Covid, surtout appelez le 15. Voilà. Ça n'est pas la peine d'apprendre à faire des bons gestes pour l'entourage. Il vaut mieux tout de suite appeler le 15 qui est maintenant désengorgé puisqu'il y a deux services d'urgence séparés, celui du Covid d'un côté pour les hôpitaux et puis pour les autres malades de l'autre. Merci beaucoup, Michel Montaldo, d'avoir été avec nous et nous avoir fait tout ce rappel bien utile. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. On va tout de suite partir en musique, bien sûr. On fait une petite pause parce qu'après, je vous emmène dans notre lecture du jour. Bon, maintenant, j'appelle Dominique. Alors, Dominique. Alors là, c'est qui? C'est Sissi Redgewick, c'est ça? C'est ça. C'est ça, ok. Bon, maintenant on a Dominique. On y va. Minute, hein. Voilà, c'était donc notre pause musicale dans le swing avec le groupe Sissi Redgewick qui nous a chanté donc Give Me That. Alors tout de suite, c'est l'heure de la lecture du jour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dominique Flora, notre animateur d'ailleurs du jeudi. Bonjour Dominique. Bonjour Florence, bonjour à toutes, bonjour à tous. Dominique, il ne faut pas mettre le haut-parleur, s'il vous plaît, de votre téléphone, sinon ça résonne. Est-ce que tout va bien? Comment se passe le mode confinement? Eh bien écoutez, le mode confinement se au mieux, puisque moi j'habite dans une maison avec un jardin, et donc nous profitons du beau temps pour avoir plein d'activités. Et je dirais qu'on n'est pas malheureux. On n'est pas malheureux, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup plu depuis un mois, juste une fois ce dimanche dernier. Alors Dominique, vous avez accepté, c'est très gentil à vous, de faire la lecture aujourd'hui et le jeudi maintenant. Ce sera notre émission en mode confinement avec vous le jeudi. Donc aujourd'hui, vous avez choisi un livre, une nouvelle, extraite du livre L'art difficile de ne presque rien faire de Denis Grosdanovic chez Folio. Pourquoi ce choix de livre ? Alors tout d'abord, je vais vous dire quelques mots sur l'auteur parce que c'est un parcours de vie qui est quand même
particulier. Denis Grozanovic, c'est un écrivain français qui est né à Paris en 1946, qui continue d'écrire. C'est aussi par ailleurs un très grand amateur d'échecs et un ancien joueur de tennis. Il faut savoir qu'il a été champion de France junior en 63 et qu'il est promis à une grande carrière de joueur de tennis. Mais il n'a pas soif de réussite et il a préféré l'amateurisme. En fait, dès l'âge de 15 ans, il a commencé à prendre des notes dans des petits carnets et ce sont celles-ci qui, après 40 ans, inspirent son premier ouvrage qui s'appelle Le Petit Traité de désinvolture et puis qui a inspiré tous les ouvrages qu'il a écrits par la suite. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un extrait de son livre qui est paru en 2009. C'est intéressant de regarder la date parce que vous verrez qu'on se disait déjà beaucoup de choses il y a bien longtemps. En 2009, il a écrit L'art difficile de ne presque rien faire. C'est un ouvrage où il y a une 50aine de nouvelles et aujourd'hui, j'en ai choisi une particulièrement qui a pour titre « Sommes-nous plus heureux que nous croyons ?» Eh bien, on vous écoute, Dominique. Alors, vous allez voir, je vais vous lire cette nouvelle. C'est comme un tableau mais qui ne se regarde pas mais qui s'écoute. Et je vous souhaite donc une très bonne lecture. Nous étions en août. Mon père m'éveillait avant le jour et après avoir rassemblé nos attirails de pêche et calé dans nos sacs les ustensiles et ingrédients nécessaires au pique-nique, nos cannes à la main, nous traversions le village, endormis dans les brumes du petit matin, annonciatrice de la lourde chaleur du midi. Nous allions directement frapper à la porte arrière de la boulangerie, où le boulanger en maillot de corps, perpétuellement harassé mais d'une affabilité jamais démentie, nous laissait pénétrer dans son antre à l'odeur de pain chaud. Maniant la palette en bois de ses bras maigres, il sortait du four les croissants brûlants ou fumés, dans mon lointain souvenir de 12 ans, tout bonnement céleste. Mon père bavardait 1 ou 2 minutes avec lui, le temps que les croissants refroidissent, et nous repartions, dans l'aube naissante, le long du chemin entre canal et rivière, savourant en silence ces croustillants et fondants prodiges qui me semblaient comme la concentration gustative sur ma langue des lueurs rosées et bleuâtres du jour d'été se levant sur la campagne. Elle-même paraissant s'extirper avec effort d'un très ancien songe de paisible bonheur végétatif. Nous franchissions plusieurs barrières de barbelés que nous refermions soigneusement derrière nous, longions 1 ou 2 troupeaux de vaches hébétées devant notre apparition si matinale pour parvenir enfin au coin de pêche favori de mon père. Nous déballions notre fourniment, hameçons, plombs et fils de rechange, sondes, viviers, épuisettes, dégorgeoirs, ciseaux et couteaux, etc. Puis, installant nos pliants sur la berge et après avoir dûment amorcé à la pâte de cheneville au blé cuit et accroché à l'hameçon nos verres de fumier ou nos asticots, nous lancions nos lignes dans le courant alenti de cette anse calme. Alors, sans parler, sous le balancement des ramures des saules et des aulnes, nous commencions notre longue rêverie éveillée, dont le dérisoire mais fascinant mandala n'était autre que cet imperturbable, transcendantal, bouchon de liège peinturluré, dont seuls les moindres frémissements nous reliaient soudain de nouveau à la réalité immédiate. Il s'agissait alors, en l'espace de quelques dixièmes de seconde, de distinguer les petits coups vifs de la vraie touche de ceux plus mous de la maudite touche de fond, laquelle se compliquait néanmoins d'une subtile interprétation dans la mesure où certains gros indolents, tels les chevennes ou les tanches, pouvaient également se signaler par cette même lente tirade prolongée. Enfin, vers midi, nous réservions les grosses prises à vider et à étêter pour le repas du soir. Nous avions généralement pris assez de menu fretin pour la friture et mon père commençait alors à s'organiser. Sortant la poêle à la manche démontable et la petite fiole d'huile de son sac, assemblant proprement les pierres du foyer, tirant de la rivière la bouteille de cidre qu'il y avait mise à rafraîchir, j'avais pour tâche, pendant ce temps-là, de collecter le petit bois pour le feu. Mon père craquait ensuite une allumette, puis laissait se former la braise sur laquelle il venait placer la poêle et son fond d'huile, et y jetait alevin, goujon et ablette, ne dépassant pas la taille d'une frite ordinaire. Il ajoutait enfin, sorti de son sac, les tomates, les oignons, le sel, le poivre, plus quelques herbes, et quand le tout était arrivé à point, grignotant un peu de pain et de fromage en accompagnement, buvant quelques gorgées de cidre frais, nous croquions à belles dents dans cette croustillante friture dont la saveur est demeurée pour moi jusqu'à ce jour inégalée.
Je me souviens tout particulièrement que ce repas frugal mais exquis, dont avec l'expérience l'avant-goût me venait sur la langue au moment où je voyais ma prise frétiller au bout de ma ligne, se mêlait dans mon esprit à la manière même de l'eau paresseuse et lente qui venait frôler doucement la berge à nos pieds et sur laquelle nos regards demeuraient rivés, tandis que nous dégustions sous les arbres ces pique-niques confectionnés par mon père. Déjà, malgré mon âge enfantin, je comprenais que c'était sa façon à lui de m'instiller le goût du vrai luxe, des vrais délices sur cette terre et de me montrer qu'il pouvait s'obtenir à partir des éléments les plus simples. Je me souviens qu'une fois pourtant, lui qui prétendait ne pas aimer les phrases, ne put s'empêcher de parfaire son enseignement d'une déclaration dont le ton, un peu solennel, ne faisait que masquer son soudain enthousiasme de grand pudique. Il me dit, et cela m'a demeuré gravé dans l'esprit, « Vois-tu, fiston, nous sommes la plupart du temps bien plus heureux que nous le croyons. » Voilà Florence, c'était la lecture du jour. Je rappelle le titre de l'ouvrage, c'était « L'art difficile de ne presque rien faire ». Vous avez entendu une nouvelle, il vous dit, il y en a une cinquantaine. C'était un ouvrage de Denis Grozdanovich qui a été écrit en 2009. Merci beaucoup Dominique, c'était formidable de vous entendre. On vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous ce matin pour cette lecture. Et pour finir, puisqu'il nous reste 2 minutes d'émission, eh bien je vous propose tout de suite de finir sur la recette du jour. Alors c'est encore la saison du chou, donc profitons-en. Voici une recette du maître de la cuisine, c'est Auguste Escoffier. Je vous rappelle qu'il a exercé au 19e siècle et jusqu'en 1935. Donc c'est le chou façon des petits restaurants marchands de vin. Alors pour 6 personnes, il faut 1 kg de chou vert cuit, 2 cuillerées de beurre ou d'huile d'olive, 250 g de lard de poitrine et 2 fortes cuillerées d'oignons. Donc cuire les choux à l'anglaise, les presser fortement comme il est dit, c'est-à-dire bien les laisser s'égoutter, les hacher et puis avec 1 kg de choux cuits et hachés, les mettre dans un plat à sauter avec 2 cuillères d'huile d'olive, les 250 g de lard coupé en très petits dés, de l'oignon, beaucoup d'oignons, et mettre tout ça sur le feu. Et dès que l'oignon commence à blondir, on ajoute le chou haché, on met simplement du sel et du poivre, on laisse étuver 15 à 20 minutes, et voilà, c'est tout simple. Eh bien, sur ce, bonne cuisine pour un bon appétit. Je vous embrasse et je vous dis ciao ciao, à demain.